Nous en sommes au 70e épisode dans cette deuxième saison. En guise de rappel, dernièrement sur ce magazine. Quand nous sommes allés au renseignement, ils nous ont dit que c'est lié à des difficultés économiques au niveau mondial. Nous ne comprenons pas grand-chose, mais c'est ce qu'ils ont dit. Le problème, c'est que ça décourage certaines personnes qui préfèrent à la limite repartir. Mais une fois repartis, si les conditions ne sont pas réunies, que ferons-nous? C'est toute la question. Le territoire est vaste, donc il faut vraiment un effectif important pour couvrir le territoire. S'il n'y a pas d'argent, donc on ne peut pas recruter beaucoup de gens pour couvrir tout le territoire. Sinon, à Djema, ici, l'insécurité, là, il y en a toujours. Ça persiste ici. Nous parlions de comment la conjoncture économique affecte la lutte antiterroriste. Cette semaine, analysons en profondeur l'efficacité des opérations antiterroristes au sein de la Confédération des États du Sahel. Le territoire est beaucoup plus vaste et nos effectifs n'arrivent pas à couvrir tout cet espace et les terroristes profitent de cela pour effectuer des mouvements et cela complique les opérations de nos armées. C'est le vœu de tout militaire d'abord de participer à des opérations conjointes, et particulièrement pour nous dans le cadre de l'AES. Cette pensée est d'autant plus positive que j'ai participé non seulement à la mise à jour du CONOPS de l'opération à l'OPLAN et aujourd'hui je suis sur le terrain dans le cadre de l'exécution de cette même opération qui est à sa deuxième phase. On est là sur le terrain pour ce combat-là. Il faut s'armer de courage, il faut avoir la volonté, il faut être prêt à se sacrifier vraiment pour les autorités et pour notre population. Les opérations qui sont conduites de façon conjointe donnent toujours de meilleurs résultats que les opérations qui sont conduites isolément. La difficulté, c'est que jusqu'à présent, le nombre d'opérations conjointes n'a pas considérablement augmenté par rapport aux actions qui sont posées par les groupes djihadistes. Et c'est ça qui fait, à mon avis, la faiblesse. Il y a de bonnes intentions, il y a des résultats à chaque fois que les pays ont pu travailler ensemble. Mais la difficulté, c'est qu'ils ne travaillent pas toujours ensemble. Il y a beaucoup de réunions et souvent, entre les réunions qui se font et le travail qui se fait en commun, il y a un décalage. Et à mon avis, c'est ce gap-là qui doit être rapidement comblé pour qu'on trouve des résultats. Merci de nous rejoindre. Dans le Sahel, c'est avec le soutien de la Fondation Open Society. L'union sacrée autour des mêmes objectifs, qu'ils soient en lien avec le développement ou avec la lutte antiterroriste. C'est ce dont font montre les trois pays du Sahel central qui ont pris leur destin en main en tournant dos à la CEDEAO. Le ton est donné. La mutualisation des efforts et des moyens dans plusieurs domaines. Une solidarité agissante. Mais alors qu'ils ont mis de côté les injonctions et autres récriminations parfois insupportables de certaines grandes puissances comme la France, ces pays se disent libres. Libres de décider de tout, comme des opérations militaires, et surtout quand et comment elles doivent se mener. C'est dans ce cadre que l'armée burkinabé mène régulièrement des opérations afin de libérer les zones sous emprise des groupes armés terroristes. Ces opérations auront permis le retour des populations dans plusieurs localités, à fort défi sécuritaire. Des unités comme les Bir et les Goumi ont été créées au sein des forces armées et paramilitaires pour ces assauts. Mais peut-on parler d'une réelle efficacité de ces opérations? Explication à Ouagadougou avec Martin Kaba, qui revient du terrain. Nouvelle opération antiterroriste menée par l'armée burkinabé à la frontière malienne dans la région du Sahel. Selon les faits rapportés par la télévision nationale aux 20h, il s'agit de plusieurs dizaines de terroristes en réunion non loin de la commune de Inata. Après des heures de surveillance, un drone armé largue un missile sur le groupe. L'opération est un succès selon les faits rapportés par la télévision nationale qui ne dresse pas de bilan précis. Ce type d'opération se mène régulièrement dans les zones à fort défi sécuritaire,
Dans la région du sud-ouest, elles auront permis de récupérer des localités auparavant contrôlées par les groupes armés, selon l'acteur de la société civile Joseph Yensié dans la ville de Gawa. Dans les années 2019-2020, les signaux étaient là parce que les gens étaient dans la forêt de Guibé et un peu dans la zone de l'Europénie, parce que c'est la bande là. Les gens venaient, les terroristes venaient, mais ils repartaient. Mais à un moment donné, ça s'est accentué. Et dans certaines zones, quand vous prenez, les gens avaient déguerpi certains villages comme Logonso et Yirefula, un peu, avec dans la zone là. À Djibouti aussi, les gens aussi ont migré parce que, voilà, ils étaient déjà installés. Mais il faut se dire qu'avec la création de Bir, ces zones-là ont été récupérées. Et Dieu merci, aujourd'hui, je pense qu'il y a un détachement même à Djibouti. Constat identique dans la région du centre-est. Selon les populations, les opérations antiterroristes sont efficaces. Elles auront permis de récupérer et libérer plusieurs localités. C'est le cas de la commune de Bitou qui tombait progressivement fin 2023 sous le contrôle des groupes armés. Pierre Claver Kiema, président du conseil régional des OSC du centre-est. Depuis un moment, il y a eu une nouvelle politique sécuritaire avec un renforcement du maillage sécuritaire. Au niveau du Kulpelugo, il y a eu l'installation des forces combattantes comme les Goumi, les camps militaires, détachements militaires qui ont été installés. La conjugaison des forces des VDP soutenue par les différents détachements et les camps installés n'a fait que renforcer la sécurité. Ça fait que, il y a beaucoup de villages au Kulpelugo actuellement où les gens ont regagné leur village. Les opérations sont menées par des unités d'élite des forces militaires et paramilitaires, les brigades d'intervention rapide BIR, les groupements des unités mobiles d'intervention Goumi et le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale GIGN sont en première ligne. Ces unités assurent le journaliste et analyste des questions politiques Blaise Kientega font un travail remarquable sur le terrain. Nous étions à 3 régions militaires, nous sommes à 6 régions militaires. Nous avions 8 légions de gendarmerie qui ont été créées. Nous avions aujourd'hui 25 BIR qui sont presque opérationnels. Et on a aujourd'hui une unité de la police comme les Goumi, les groupements d'unités mobiles et d'intervention qui font un travail remarquable en termes donc de reconquête et de réinstallation des populations. Au niveau de l'armée également, on a des unités commandos qui sont formées, des forces spéciales qui sont renforcées en termes de formation. De plus en plus, les opérations antiterroristes se mènent de façon conjointe avec les autres pays de l'AES. C'est le cas notamment des 2 opérations Yereko 1 et 2 menées récemment dans les zones des 3 frontières. Mais pour ce journaliste et analyste des questions sécuritaires qui a requis l'anonymat, la lutte contre le terrorisme n'est pas qu'une question militaire. Vous avez toujours l'action militaire qui est plus ou moins ce qui est à l'ordre du jour, alors que dans la stratégie, la lutte contre le terrorisme, les gens ont reconnu. Au contraire, on est même dans un schéma de type 10 à 20% d'action militaire et le reste, c'est les questions de gouvernance. Ici, c'est totalement, on a l'impression en tout cas, pour ce qui se passe, qu'on est à fond dans l'achat de matériel, on est à fond dans le feu, en oubliant que la question de la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas une affaire purement militaire. Or, ça a été dit, essentiellement au Burkina Faso, c'est des problèmes internes, c'est des problèmes liés à la gouvernance, c'est des questions de transparence, c'est des questions de contrôle démocratique, je dirais. Au Burkina Faso, comme dans les autres pays de l'AES, les autorités entendent d'ailleurs renforcer ces opérations, cela à travers la force conjointe de l'AES qui devrait compter 5000 hommes. De Ouagadougou, Martin Kaba, West Africa, Democracy Radio. Les forces des pays de l'Alliance des États du Sahel ont multiplié ces derniers mois des opérations conjointes dans la zone des 3 frontières. Ces offensives d'envergure, menées par les armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ont permis de neutraliser plusieurs groupes combattants. Une initiative qui suscite de l'espoir au sein des populations qui vivent au quotidien des attaques. À Bamako se trouve Aliou Thiam, qui a enquêté au plus près des communautés. Entre février et mars 2025, les forces armées de l'Alliance des États du Sahel ont lancé une offensive militaire conjointe dans le Liptako-Gourma, une zone à cheval sur le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Baptisée l'opération Yereko 2, cette action visait à combattre les groupes armés terroristes opérant dans cette zone. Elle s'est déroulée dans les localités de Tessit au Mali,
Tira au Niger et Marcoy au Burkina Faso avec des patrouilles mixtes et des frappes ciblées. L'opération a permis de neutraliser des dizaines de terroristes et de détruire leurs équipements. En plus de la lutte contre le terrorisme, cette opération a été un partage d'expérience entre les armées de l'AIS. Lieutenant-colonel Hamidou Karimou, commandant des forces nigériennes. C'est le vœu de tout militaire d'abord de participer à des opérations conjointes, et particulièrement pour nous dans le cadre de l'AES. Cette pensée est d'autant plus positive que j'ai participé non seulement à la mise à jour du CONOPS de l'opération à l'OPLA et aujourd'hui je suis sur le terrain dans le cadre de l'exécution de cette même opération qui est à sa deuxième phase. On est là sur le terrain pour ce combat-là. Il faut s'armer de courage, il faut avoir la volonté, il faut être prêt à se sacrifier vraiment pour les autorités et pour notre population. Au-delà des troupes engagées au sol, les 3 pays ont également décidé de renforcer leurs capacités aériennes. Réunis cette semaine à Bamako, les chefs d'état-major des armées de l'air de l'AIS ont décidé de mutualiser leurs efforts pour être beaucoup plus efficaces sur les théâtres d'opération. Le général de brigade Alou Boïdiara, chef d'état-major des armées de l'air maliennes. Les composantes aériennes ont été amenées à se concerter davantage, à s'intégrer davantage, à mettre en commun et mutualiser leurs moyens, leurs efforts, leurs capacités pour au final arriver à accomplir les missions qui nous sont données par les autorités de la Confédération. Dans les zones affectées par l'insécurité, cette force unifiée suscite beaucoup d'espoir dans la lutte contre le terrorisme. Ce jeune leader du cercle de Djema dans l'ouest du pays pense que les opérations des 3 forces pourraient réduire les mouvements des groupes armés terroristes. Je pense que cette force unifiée des pays de l'AES pourrait avoir un impact positif dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Cependant, le territoire est beaucoup plus vaste et nos effectifs n'arrivent pas à couvrir tout cet espace et les terroristes profitent de cela pour effectuer des mouvements et cela complique les opérations de nos armées. Mais pour lui, il faut davantage de moyens pour couvrir ces vastes territoires qui séparent les 3 frontières. Il faut que nos États renforcent davantage leurs moyens pour pouvoir sécuriser la zone des 3 frontières. C'est cela notre souhait et nous espérons que cela pourrait changer la donne dans la lutte contre l'insécurité. Alors que plusieurs initiatives régionales comme le G5 Sahel visant à éradiquer le terrorisme apparaissent et disparaissent, le journaliste et analyste sécuritaire Massiré Diop estime qu'il faut se servir de cette expérience pour bâtir une force solide. Vous savez qu'il y a des forces qui étaient là et qui ont pratiquement suivi la même démarche et ça s'est mal passé. Donc aujourd'hui, si on a besoin d'améliorer, il faut changer de fusil d'épaule ou aller vers d'autres options. Après tout, un étranger ne peut pas connaître les territoires mieux que les Maliens eux-mêmes. Il y a eu des expériences passées, il y a eu des échecs, peut-être il y a eu des succès par endroits. Ne donnons pas l'impression que tout ce qu'on fait, c'est comme un début. Tout ce qu'on fait, c'est maintenant que ça a été fait. Revisitons à chaque fois l'histoire parce que ça nous permet au moins d'éviter certains pièges. Avec l'annonce de la création d'une force conjointe de 5000 hommes, les 3 pays du Sahel central réaffirment leur engagement à défendre leur territoire en venant à combattre le terrorisme. De Bamako, Aliou Tcham pour la West Africa Démocratie Radio. Du côté du Niger, voyons sur le terrain ce qui s'est passé depuis l'annonce de la création d'une force unifiée de 5000 hommes. Annonce du ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Modi. Murtala Zouberou, à Niamey. Les actions menées par la force unifiée de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, semblent donner des résultats positifs dans la lutte contre le terrorisme. C'est le ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Modi, qui avait annoncé la création de cette force il y a de cela quelques mois sur la télévision publique. Nos forces pourront désormais intervenir ensemble. Ou bien une force peut faire appel à l'autre qui a des moyens un peu plus stratégiques pour défendre. C'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant pour notre espace et pour nos populations. Ces opérations de grande envergure démontrent la détermination des forces AES à poursuivre leur lutte contre les groupes armés terroristes, selon l'acteur de la société civile, Abdraman Idé Hassan. Nous avons toujours dit que c'est de leurs obligations de définir des politiques stratégiques de défense de nos territoires, de notre intégrité. Donc cela va intervenir en créant
une force mixte et multinationale, disons, de l'AES qui va vraiment faire face à ces terroristes-là. Pour l'analyste nigérien des questions sécuritaires, des moyens colossaux doivent être mis à la disposition de cette force pour éviter sa descente aux enfers, tout comme la défunte G5 Sahel. Amadamou. Au-delà des hommes, il faut doter cette force en moyens matériels. Il faut qu'il y ait des équipements qui sont à la hauteur, des armes qui sont à la hauteur, en fait une technologie qui est à la hauteur. Il faudrait que la population locale soutienne et appuie les forces armées des États de l'AES. Le défi reste la pérennité des actions de lutte. De Niamey, Murtala Zouberou pour West Africa, Démocratie Radio. Au sujet justement de cette force conjointe, la question était au centre des échanges en début de semaine à Ouagadougou entre les chefs d'état-major généraux des armées des 3 pays de l'AES. Il était question de l'opérationnalisation de cette force dont les actions seront concentrées dans la zone des 3 frontières. Après les travaux, les conclusions ont été livrées au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. À ce sujet, écoutez le chef d'état-major des armées du Mali, le général Oumar Diarra, à sa sortie d'audience. Nous sortons vraiment très très satisfaits et ragaillardis encore par les orientations et les directives qui ont été données par le président. Ça nous donne beaucoup d'ardeur encore dans la mise en œuvre de la force unifiée de l'AES. On a eu aussi à rendre compte au président de l'examen du protocole additionnel de la force de l'AES et aussi le rétexte des 2 opérations Yeroko 1 et Yeroko 2 que nous avons menées dans la zone des 3 frontières et les perspectives des autres opérations qui sont en train de planifier. Et pour dire encore que l'AES marche, en marge de la rencontre des chefs d'état-major des armées de l'AES à Ouagadougou, présentement depuis 48 heures à Bamako, il y a la rencontre des chefs d'état-major de l'armée de l'air de l'AES qui se tient à Bamako actuellement pour mutualiser les moyens aériens en mesure de défendre notre espace commun. Nous sommes dédiés, nous sommes déterminés et pour rassurer comme quoi la force de l'AES est en train de monter en puissance. Les terroristes changent de mode d'action quotidiennement. Et nous venons de recevoir vraiment des orientations très claires avec le président du Faso. Nous aussi nous montons en puissance et nous nous adaptons à ce mode d'action. Le chef d'état-major général des armées du Mali, le général Oumar Diarra. Passons à l'analyse approfondie du sujet du jour. Nous faisons pour cela appel à l'expertise de Sedi Kaba, journaliste et président du CIRES, le Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. Il commence par les premiers pas posés en termes d'opérations communes. Il est bien de rappeler que les 3 pays ont choisi dans la charte qu'ils ont signée, qui crée l'AES, de bâtir une architecture de défense et de sécurité commune. Et tout ce qui s'est décliné s'inscrit dans cette stratégie. Il y a eu d'abord la grande réunion, les grandes manœuvres organisées en mai 2024 à Tawa, dans le nord du Niger. Et il y a eu des conduites d'opérations conjointes entre les différentes armées, après quoi les pays ont décidé d'aller plus loin pour créer une force conjointe de l'AES qui comprend 5000 hommes et qui va avoir l'AES comme espace. Et ça, c'est une innovation majeure. Les différentes réunions de planification font partie de cette stratégie de mise en œuvre et de déploiement de la force conjointe. On voit à chaque fois que les pays travaillent ensemble, ils obtiennent des résultats et il y a cette volonté d'aller beaucoup plus loin. Il faut rappeler que déjà, il y a des officiers de liaison dans chacune des capitales. C'est-à-dire qu'il y a des officiers maliens à Niamey, comme il y a des officiers burkinabés à Niamey et vice-versa, dans chacune des capitales, pour justement accomplir le travail de coordination, de mise en synergie, et les différentes réunions de planification qui se tiennent actuellement s'inscrivent dans cette démarche de travailler ensemble et de créer une culture du travail en commun entre les différentes forces, de voir aussi les éléments d'interopérabilité, parce que par le passé, les différents pays n'ont pas acheté chez les mêmes fournisseurs d'armes. Donc il y a tous ces défis-là qui sont en train d'être pensés et qui, à mon avis, vont permettre aux pays
d'aller beaucoup plus loin dans le travail en commun. Donc, à vous écouter, il y a une efficacité dans les opérations conjointes de lutte antiterroriste au sein de l'AES. À chaque fois que les opérations ont été conduites de façon conjointe, de façon globale, elles obtiennent des résultats. Et ça, c'est pas étonnant parce que l'armée du Niger et l'armée du Mali, elles se mettent ensemble, elles traversent la frontière, elles ne s'arrêtent pas. Il y a des défis, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Il ne faut pas simplement lire la réponse de l'AES au nombre d'attaques qu'il y a ici et là et qui demeurent toujours meurtrières. Le défi qui se pose à ces pays est un défi vieux de 10 à 15 ans, le défi sécuritaire. Mais Sedi Kaba, la baisse du nombre d'attaques reste quand même un indicateur clé quand il s'agit d'efficacité. Absolument. Mais les opérations qui sont conduites de façon conjointe donnent toujours de meilleurs résultats que les opérations qui sont conduites isolément. La difficulté, c'est que jusqu'à présent, le nombre d'opérations conjointes n'a pas considérablement augmenté par rapport aux actions qui sont posées par les groupes djihadistes. Et c'est ça qui fait, à mon avis, la faiblesse. Il y a de bonnes intentions, il y a des résultats à chaque fois que les pays ont pu travailler ensemble. Mais la difficulté, c'est qu'ils ne travaillent pas toujours ensemble. Il y a beaucoup de réunions et souvent, entre les réunions qui se font et le travail qui se fait en commun, il y a un décalage. Et à mon avis, c'est ce gap-là qui doit être rapidement comblé pour qu'on trouve des résultats. En tous les cas, et tout le monde sait qu'aucun pays de la région pris isolément, surtout pas ces trois-là, ne peuvent relever les défis sécuritaires. Sedi Kaba, on sait que dans la lutte antiterroriste, comme il s'agit d'une guerre asymétrique, la maîtrise du terrain occupe une place de choix. Et aujourd'hui, quand on prend les groupes armés non étatiques, ils sont plus aguerris en termes de connaissance du terrain que les armées régulières, que ce soit le Mali, le Burkina Faso ou le Niger. C'est pas, moi, je ne dirais pas en termes de connaissance des terrains, mais en termes de mobilité. Les groupes terroristes, eux, ont privilégié un acteur de la mobilité qui est la moto, alors que les forces armées ont souvent acheté des 4x4 qui vont dans des terrains totalement inaccessibles. Donc ça facilite et ça donne un avantage par rapport aux groupes terroristes sur le plan de la mobilité. On voit de plus en plus des patrouilles à moto, notamment au Burkina Faso. Oui, c'est ça. Mais la réponse a été tardive. Il y a aujourd'hui, il faut, à mon avis, aller vers cette bascule, qu'on puisse avoir les moyens de mobilité qui sont adaptés. Et à côté de ça, le vecteur aérien encore reste à construire, malgré les efforts qui ont été faits. Et l'aviation légère de combat de ces pays, à mon avis, reste encore à construire. Quand on parle de mobilité et on parle de connaissance des terrains, il y a ce facteur-là, la mobilité. Les groupes djihadistes, non seulement connaissent le terrain, parce que, à la différence de ce qu'on a vécu avant, au début de l'insécurité au Sahel, aujourd'hui, les gens qui sont dans les groupes terroristes sont des autochtones. C'est des Keïta, c'est des Maïga, c'est des Koulibaly, c'est des Moumouni, etc. Donc, c'est des locaux. L'armée s'est endogénisée et ça fait que, justement, ceux qui opèrent là connaissent le terrain. Et lorsque vous agitez les facteurs de mobilité, ça donne le résultat que l'on voit. Alors que du côté des États, on est resté toujours sur la Toyota 4x4 ou sur le blindé qu'on achète à l'Afrique du Sud et qui peut-être n'est pas adapté au terrain dans certains contextes. Vous ne pouvez pas, il y a des endroits où vous ne pouvez pas aller en Toyota 4x4, mais où vous pouvez aller en moto. Nous restons avec Sedi Kaba. Il nous édifie maintenant sur l'identification des cibles avant les frappes de drones. Pour lui, il y a un travail à faire à ce niveau pour rendre plus efficace la jonction entre le travail humain et celui des moyens technologiques. C'est important d'avoir les drones, mais il faut avoir une exploitation efficace des drones. Et pour avoir une exploitation efficace, il faut que les drones soient guidés à la fois par les images satellites, mais aussi sur le terrain. C'est ce que font les armées les plus modernes. Il y a des éléments des forces spéciales qui s'infiltrent pour aider au guidage des drones à partir de territoires. Je crois que c'est ça qui manque aux armées du Sahel et qui explique un peu que l'on passe à côté, que souvent le drone ait pu attaquer les exploiteurs, les orpailleurs, au lieu d'attaquer les terroristes eux-mêmes, ou que le drone se soit abattu sur un village au lieu d'attaquer le groupe. Donc, il y a justement dans l'exploitation de cette technologie dont on ne peut pas douter de l'efficacité. En tout cas, là où on a pu voir les drones
être utilisés, que ce soit la guerre en Éthiopie ou la guerre en Libye. Lorsqu'ils sont exploités avec une très bonne efficacité, ils peuvent donner des résultats. Et c'est vrai que là où le terrain devient inaccessible, on peut faire recours aux drones. Les trois armées se sont réunies pour bientôt lancer une force de 5000 hommes. Vous savez, en étant expert, que en temps de guerre, les alliances, même les plus solides, peuvent rencontrer des difficultés quand vient la phase de l'opérationnalisation. Comment minimiser les différences existantes entre les modes opératoires des trois armées pour plus de résultats concrets sur le terrain? Oui, c'est une préoccupation tout à fait légitime et juste. Qu'il faut justement, l'intention, elle ne suffit pas. Il y a des défis à la mise en place de cette force. Mais je crois que les pays déjà ont tiré les leçons de l'échec de la force conjointe du G5 Sahel, puisque la force conjointe du G5 Sahel était adossée à la générosité de la communauté internationale qui n'a pas voulu libérer les fonds et il était même demandé qu'on puisse inscrire la force au chapitre 7 pour qu'elle puisse avoir de l'argent. Tout ça n'a pas abouti. Dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, la force va être financée sur fonds propres. Et je crois que les États vont le faire. Parce que lorsqu'on regarde la volonté qu'ils ont eue, certains des trois pays dont vous parlez consacrent aujourd'hui 27% de leurs recettes fiscales, c'est-à-dire leur budget annuel, aux dépenses aux forces de défense et de sécurité, aux défenses sécuritaires et militaires. Donc, il y a une volonté, justement, qui va sans doute se traduire dans la mise en port sur le plan financier. Maintenant, les défis que vous avez évoqués, qui sont réels, mais il me semble que nous allons déjà vers une création de brigades mixtes. C'est-à-dire qu'au lieu que le schéma qu'on a vu voir à la force mixte multinationale dans le bassin du lac Tchad ou la force conjointe, où les soldats du Niger sont sur le territoire du Niger et défendent le Niger seulement, mais ne vont pas au Mali, au Burkina ou en Mauritanie, dans le cadre de la force conjointe. Cette fois-ci, l'idée, justement, qui me paraît être d'une bonne efficacité, c'est que les soldats nigériens vont combattre avec les Maliens au Mali, les soldats maliens vont combattre avec les Nigériens au Niger. Donc, cette mixité qui va se créer va permettre d'avoir une culture de travail commun, va permettre d'avoir une interopérabilité. Les Nigériens vont être initiés aux armes dont dispose le Mali et le Mali va être initié ainsi que le Burkina. Donc, il y a, à mon avis, une approche nouvelle qui peut avoir une meilleure efficacité, sans compter l'élément dont j'ai parlé, qui est les officiers de liaison maliens qui sont au Niger et qui vont parler à leurs homologues maliens, qui vont parler à leurs homologues nigériens. Tout cela, pour moi, sont des signes indicateurs qu'on va aller vers une nouvelle approche dans la construction de la réponse commune. On verra au résultat ce que ça va donner, mais il y a des signes, il y a en tout cas des indicateurs qui me semblent que le changement de paradigme peut apporter de meilleurs résultats par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Sedi Kaba, journaliste et président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. Ce numéro de votre magazine Dans le Sahel s'achève. Nous avons parlé de l'efficacité des opérations antiterroristes au sein de la Confédération des États du Sahel. Magazine réalisé avec le soutien de la Fondation Open Society, à retrouver quand vous voulez sur wadr.org. Réaction attendue sur notre page Facebook WADR français et dans notre adresse mail wadr@wadr.org. Rejoignez-nous également sur notre numéro WhatsApp +221 77 569 77 72. Gardez la forme. Salut